invoquer les esprits, chapitre 5. Donc, pour poursuivre notre épopée, je vais vous lire un petit passage du chapitre 5. J'ai sauté volontairement le chapitre 3 et 4. Il est préférable de porter son choix sur un contact avec un esprit dit sympathique, si possible un parent ou un ami décédé, plus enclin à nous aider pas à pas qu'à nous dérouter et nous déboussoler par des affirmations invérifiables. Pourquoi s'adresser plus particulièrement à un proche? Simplement parce que durant toute notre existence terrestre, ce sont eux qui nous accompagnent dans notre chemin de vie, avec lesquels on a des échanges les plus forts, qui nous comprennent le mieux et aussi nous épaulent et nous accompagnent en toutes circonstances, qui tout au long de notre vie nous aident à naître, comme disent les sages. Au-delà de cette filiation évidente, les esprits d'êtres disparus, qui nous étaient chers, nous connaissent et apprécient à leur juste valeur nos forces et nos faiblesses. Ils savent exactement ce que nous valons. Du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, la possibilité d'instaurer une relation avec un esprit se manifestant à nous depuis le monde invisible, cet acquis va nous être d'une grande aide. Il faut en effet savoir qu'avant d'entrer en contact, un esprit interpellé lors d'une séance cherchera toujours à savoir à qui il a affaire, sa manifestation ou son refus de communiquer relevant de cette rapide analyse. Si l'entité en question est en quelque sorte de la famille, un premier obstacle sera levé d'emblée car elle nous connaît et acceptera volontiers de nous aider à provoquer le contact. Accessoirement, ce soutien quasi inconditionnel nous permettra également de développer plus rapidement notre médiumnité et d'accéder ainsi à une maîtrise et une sûreté plus grandes. Et ce n'est pas tout. Nous disposons également d'un atout majeur pour faciliter nos contacts avec le monde des esprits. Un soutien auquel nous faisons rarement appel et qui pourtant nous est très familier pour la bonne raison qu'il nous accompagne tout au long de notre trajectoire humaine. Il s'agit de notre esprit protecteur qui, dans l'ombre du monde invisible, nous est attaché depuis la naissance jusqu'à notre mort corporelle. Chaque humain a ainsi dans la dimension parallèle dédiée aux esprits ce que l'on peut comparer à un frère spirituel qui, tel un bon génie, a pour mission d'accompagner, conseiller, protéger la personne à laquelle il est vibratoirement lié, œuvrant en toutes circonstances pour l'aider à comprendre et traverser les épreuves qui jalonnent son existence. Cet esprit protecteur étant lui-même hors du temps, ajouté au fait qu'une vie humaine représente bien peu de choses, il est courant que cet esprit nous accompagne durant plusieurs incarnations successives et pendant les périodes intermédiaires dans la vie spirite. Sa présence à nos côtés n'est rien moins qu'une mission qu'il a acceptée, car un esprit a la possibilité de choisir les êtres qui lui sont sympathiques, avec les obligations qui s'y rapportent quant à la manière de veiller sur nous. Selon sa propre évolution spirituelle, cette activité sera vécue par lui comme un plaisir, un engagement ou un devoir. Les esprits accomplissant de multiples tâches dans le monde invisible, des impératifs ou des urgences font parfois qu'ils ne sont pas systématiquement disponibles quand nous avons besoin d'eux. Il en est de même de notre esprit protecteur qui peut avoir à s'absenter. Dans ce cas, si notre besoin est réellement fondé et pressant, un autre esprit de même niveau spirituel peut venir le remplacer jusqu'à son retour. Pour avoir une idée plus précise de ce rapport très étroit que nous entretenons en permanence sans en avoir conscience avec l'univers invisible, citons simplement une transcription spirit rapportée par Allan Kardec dans le livre des esprits. Il est une doctrine qui devrait convertir les plus incrédules, par son charme et par sa douceur, celle des anges gardiens. Pensez qu'on a toujours près de soi des êtres qui vous sont supérieurs, qui sont toujours là pour vous conseiller, vous soutenir, pour vous aider à gravir l'âpre montagne du bien, qui sont des amis plus sûrs et plus dévoués que les plus intimes liaisons que l'on puisse contracter sur cette terre. Ne craignez pas de nous fatiguer de vos questions, soyez au contraire toujours en rapport avec nous. Vous serez plus forts et plus heureux. Ce sont ces communications de chaque homme avec son esprit familier qui font tous les hommes médiums ignorés aujourd'hui, mais qui se manifesteront plus tard et qui se répandront comme un océan sans bornes pour refouler l'incrédulité et l'ignorance. Hommes instruits, instruisez, hommes de talent, élevez vos frères.
Plus récemment, la migration d'une âme est devenue un thème récurrent chez les spécialistes des rapports entre les vivants et les esprits. En effet, un grand nombre de témoignages et d'expériences permettent aujourd'hui de considérer comme tout à fait possible le déplacement de la partie immatérielle d'un individu hors de son corps physique, la transmigration des âmes, qu'elles soient volontaires ou non, ponctuelles ou permanentes, simplement hors du corps ou pour venir en cohabiter un autre, faisant l'objet d'études très sérieuses sur les capacités de dématérialisation, de transfert de conscience sans enveloppe corporelle de tout être humain. Toujours dans l'optique d'une mission à remplir, la migration d'une entité intelligente s'effectue hors des contraintes de temps et d'espace, au-delà de toute connotation matérielle, ce qui multiplie à l'infini les possibilités de passage d'une dimension à une autre et de connexion d'un pur esprit à un être vivant. On répertorie ainsi plusieurs formes de dédoublement, de la plus banale, telle le rêve de vol, jusqu'au plus complexe, comme les expériences de mort imminente. Il apparaît dans nombre de cas que le dédoublement est provoqué par un choc émotionnel, un accident ou un état de fatigue aggravé. De manière générale, l'expérience en question est d'autant plus forte et profonde que l'état de conscience du sujet est altéré. Cependant, celui-ci ne court aucun risque lorsque la cause est naturelle. Par contre, les tentatives pour parvenir artificiellement à cet état ne sont pas sans danger, pouvant provoquer des délires, des hallucinations et divers symptômes apparentés à des dépendances toxicomaniaques. Lors de la phase de dédoublement, le corps physique, n'étant plus habité que par sa dynamique biologique, présente les symptômes d'un endormissement profond et un ralentissement de toutes ses fonctions vitales, telle une parenthèse matérielle dans l'existence de la personne ou de certaines formes de transe, telles qu'on peut les observer chez les chamans, voire même de l'immobilité de la mort. Le chamanisme. On ne peut s'intéresser au monde des esprits et au voyage de l'âme par-delà la frontière entre la vie et la mort sans évoquer les communications avec le monde autre que les chamans reproduisent dans leurs rituels. Le chamanisme a pour fonction première d'établir le contact avec les esprits de la nature afin de rétablir l'équilibre et l'harmonie entre les forces de l'univers. C'est probablement dans ces pratiques que la sortie hors du corps est la plus courante, le chaman étant initié à voyager au-delà des limites corporelles. Depuis des temps immémoriaux, les esprits initient le futur chaman en s'emparant de son âme pour l'éduquer et lui insuffler des dons qui lui serviront à accomplir sa mission. Dans ce processus, l'homme chaman meurt à la réalité ordinaire, laissant place à l'esprit chaman pour lequel il n'existera bientôt plus de frontières entre les différents mondes de l'univers. Pour accéder à ce niveau de conscience, l'être humain doit abandonner sa chair et concentrer toute son énergie dans son âme. Ce n'est rien moins qu'une mort initiatique dont il est question. À ce stade, le futur chaman franchit une nouvelle étape. Il accède à une réceptivité qu'il n'a jamais connue auparavant. Ses émotions sont décuplées, se part d'une puissance qu'il parvient à peine à contrôler et qui peut à tout instant le déborder en positif comme en négatif. La fascinante lumière qu'il irradie à présent, s'il la supporte, lui permettra ultérieurement d'assumer le don de seconde vue, pénétrant les mystères de la vie et de la mort dans les différents mondes. C'est en se pénétrant des vibrations des autres mondes, en apprenant à côtoyer et contrôler les énergies des différentes dimensions que l'apprenti chaman atteint son nouvel état de conscience. Il dépasse alors le stade de l'humain et réalise la fusion indispensable entre les pulsions de tous les mondes et de son propre psychisme. Ce n'est qu'en se les accaparant, s'identifiant à elles, qu'il pourra ultérieurement en assumer les pouvoirs et la magie, en restituant la force dans ses fonctions chamaniques et les utilisant désormais comme de précieux auxiliaires dans les mondes parallèles où il devra intervenir. En domptant les forces négatives et gagnant la reconnaissance des entités positives, le novice détaché à jamais de sa condition strictement humaine franchit bientôt un nouvel échelon dans sa progression vers les sphères les plus élevées de la conscience. Ouvrant à l'infini son champ de perception, il accède enfin au rang d'esprit à part entière, habilité à conserver avec les dimensions invisibles sans plus aucune barrière.